J'aurais voulu ne jamais écrire ce livre. J'aurais voulu n'avoir rien à raconter que le bonheur d'une vie épargnée. Tout avait bien commencé. Une rencontre un soir d'été, le ciel étoilé et les astres alignés. Loïc, un seul regard, une évidence. La foudre qui tombe sans que le tonnerre gronde. Nos vies liées en un instant. Pour le meilleur et pour le pire, pour toujours. Nous aurons 4 enfants. Gaspard, Thaïs, Asilis et Arthur. Le bonheur insouciant, insolent. Jusqu'à ces 2 petits pas, sur le sable mouillé, un paysage de cartes postales, une plage bretonne qui s'étire entre la mer émeraude et le surplomb des rochers. La lumière d'août qui agrandit les ombres, la fin des vacances et sans qu'on le sache, la fin du bonheur. Parce qu'il y a ce pied de Thaïs qui tourne sur le sable, cette empreinte en éventail. Le diagnostic tombe quelques mois plus tard, une maladie au nom barbare, destructrice, incurable. Elle touche Thaïs et Asilis aussi. Leurs jours sont comptés, quelques mois, à peine une poignée d'années. Un cauchemar. Dans un instinct de survie, on chasse les pourquoi, ceux qui rendent fous. On se concentre sur le comment faire, comment vivre. Un matin sans courage, la phrase du cancérologue Jean-Bernard résonne à la radio. Ajouter de la vie au jour, quand on ne peut ajouter de jour à la vie, elle éclaire notre chemin. Elle devient notre étoile, dans le ciel d'encre. Alors, on ajoute de la vie, on essaye tout du moins, et de l'amour surtout, au jour de Thaïs, jusqu'à ses 3 ans 3/4, à ceux d'Asilis, jusqu'à ses 10 ans et demi. Et puis au nôtre aussi, on apprend le bonheur autrement, la joie des petits riens, la vie dans l'instant. On savoure les pas de côté, l'éclat des rires malgré la peine. Et on pleure, beaucoup, ensemble. On comprend que la consolation ne chasse pas la souffrance, elle apporte la paix, celle qui permet de vivre sa peine sans peur. J'ai déjà tout raconté, tout écrit. J'aurais dû m'arrêter là, garder pour moi ce qu'il nous restait à vivre. Mais Gaspard est mort la veille de ses 20 ans. Il n'y a rien à écrire, et pourtant j'écris, parce que je suis en vie pour ceux qui sont en vie. J'écris au nom de tous les miens, ceux là-haut et ceux ici-bas. J'écris le lien, j'écris ce qui nous maintient. J'écris la vie. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Les mots que vous venez d'entendre ont été écrits par Anne-Dauphine Jullian. Ces mots, les premiers à avoir été couchés sur le papier, sont suivis de tous ceux qui constituent son dernier livre, Ajouter de la vie au jour. Depuis le 8 janvier 2026, il est disponible au format poche et sur la couverture de ce format poche, un magnifique bouquet de mimosas jaunes flamboyants prend presque toute la place. Certains chercheurs en histoire ont émis l'hypothèse que le mimosa pourrait être l'arbre de vie du peuple égyptien. Il était en tout cas la résidence de Neith, la déesse égyptienne considérée comme créatrice du monde. Au micro de Celle qui ose, Anne-Dauphine Jullian nous ouvre un peu la porte de son monde à elle, un monde à la fois lumineux et sombre, mais toujours guidé par la confiance. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celle qui ose. Si fait un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait? Celle qui ose. Je suis Anne-Dauphine Jullian. J'ai 52 ans, presque et demi, et ça compte pour moi les demi-années. Je suis autrice depuis quelques années maintenant et je suis amoureuse du même homme depuis 26 ans et je suis mère de 4 enfants. Les premières années de ma vie, j'ai été très chanceuse parce que j'ai grandi en Haute-Provence, vraiment dans la garrigue, dans un tout petit village. On allait à l'école à pied, même pas accompagné par nos parents, donc c'est assez surprenant à notre génération. Et ça a joué plus tard, parce que ça m'a donné vraiment confiance dans le monde, je crois. D'être dans ce tout petit village où on connaissait tout le monde, on allait jouer à la pétanque sur la place avec les plus vieux, avec ce mélange vraiment des générations. Je crois que ça m'a
beaucoup imprégnée. J'étais une petite fille, je pense, un peu particulière, honnêtement. Alors j'étais très joyeuse, très, très heureuse d'abord, très aimée. Et j'ai vraiment grandi dans un milieu et dans une ambiance épanouissante. Mais je pense que j'étais un peu particulière, j'avais un rapport au monde étonnant. Je répondais toujours des choses surprenantes, paraît-il. Je ne peux pas dire que j'ai des souvenirs de réponses ou des souvenirs, mais j'ai une impression, c'est imprimé en moi, ce sentiment-là, de toujours dire tiens, oui, c'est bizarre, c'est étrange de dire ça, des choses comme ça. Et du coup, j'avais toujours l'impression d'être un pas de côté par rapport aux autres. J'avais quelques amis, mais je me suis toujours sentie vraiment avec ce pas de côté par rapport au monde. Et du coup, j'ai toujours posé un regard, je pense, attentif au monde. Peut-être pour essayer de le comprendre, parce que spontanément, c'était pas évident pour moi. Je crois que je me suis rendu compte de ça un peu a posteriori. Heureusement, ça m'a pas handicapée ou ça m'a pas fait perdre cette confiance, ni dans l'autre, ni dans le monde. Je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, on m'a posé cette question. Comment est-ce que les gens vous définissaient quand vous étiez petite ? Quel est le premier mot qui vous vient ? Et le premier mot qui m'est venu, surgit vraiment de loin, c'est bizarre. Elle est bizarre. Et moi, je me sentais pas non plus complètement extraterrestre. Mais en réalisant ça, tout d'un coup, ça a mis en lumière certains de mes souvenirs, en effet. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça les a mis en lumière, mais avec aussi tendresse pour cette petite fille qui avait peut-être ses petites particularités, cette façon d'habiter la vie, de se projeter, de réfléchir aussi, qui était singulière. Mais peut-être parce que mes parents m'ont donné beaucoup confiance en moi, je ne me suis pas sentie étrangère au monde. Je me suis dit qu'on pouvait y trouver sa place avec des singularités, ce regard particulier, cette façon de l'habiter singulière. Je me rendais bien compte que j'avais pas la même approche que tout le monde, en fait. Je pense que j'avais un rapport à la nature propre. J'étais persuadée, et j'en suis toujours convaincue, que je dialoguais avec les animaux quand j'étais petite. Voilà. Je pense que je parlais peut-être plus aux animaux qu'aux êtres humains. Mais j'aime aussi me dire qu'on peut avoir un début de chemin singulier et trouver sa place pour autant. J'ai toute une foultitude de petits souvenirs, de petites impressions, de petits moments, et c'est tout ça qui m'a façonnée. Et sinon, j'ai vraiment un sentiment d'espièglerie. J'ai un souvenir la plupart du temps très joyeux, très intérieur aussi. Je pense que j'avais une véritable intériorité, ce qui est peut-être rare quand on est plus petit. Quand j'étais petite, j'aimais déjà le monde et je me suis dit, il y a tellement de choses à découvrir. Ma famille est catholique, pratiquante, et c'est sûr que ça a pris une place, ça a trouvé une place dans ma vie d'enfant. Mais je pense que tous les enfants, quelle que soit leur croyance, etc., ont un rapport à quelque chose de plus grand que nous, qui est très instinctif. Qu'ils aillent au catéchisme ou pas, enfin, qu'ils soient élevés dans une religion monothéiste ou pas. L'enfant, il a un rapport à l'au-delà ou à quelque chose de plus grand que nous qui est assez intéressant, je trouve. Finalement, c'est le rapport à la vie qui change. Donc cet instinct-là a été évidemment nourri par la foi de mes parents, mais c'est venu pour moi nourrir quelque chose qui était déjà là en moi. Je ne sais pas si c'était une prédisposition qui était particulière chez moi, je pense qu'elle est vraiment propre à l'enfant, mais moi je l'ai laissé s'épanouir, en tout cas. Je l'ai interrogé très tard finalement. Je l'ai interrogé, je l'ai fait mienne, et c'est très bien, parce que s'interroger à l'âge de raison aussi, c'est prouver sa liberté et c'est adhérer spontanément. Donc c'était en moi comme dans tous les enfants, et moi j'ai laissé s'épanouir avec confiance. J'ai une famille dans laquelle la parole était très libre, mais j'ai remarqué que chez mes parents, avec la singularité aussi de notre famille, parce que nous, moi j'ai 2 sœurs, une grande sœur et une petite sœur assez rapprochées, on est toutes les 3 en 3 ans, et puis un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard finalement, mes parents ont adopté un garçon puis un autre, donc ça crée quand même une famille un peu singulière. Enfin moi j'ai jamais trouvé si particulière que ça, parce que c'était ma famille, et je pense que j'avais une conscience des différences finalement. Quand on accueille un enfant comme ça, qui arrive presque du jour au lendemain dans un autre circuit qu'une maternité classique, et ben je pense que ça ouvre aussi plus la parole. Enfin, en tout cas, c'est ce que mes parents ont fait. Les choses ont toujours beaucoup véhiculé chez nous. La parole, l'amour, les larmes aussi, la peine. J'ai vu mes parents éprouver de la peine quand j'étais petite, et ils l'abordaient avec une grande simplicité. Et je pense que cet environnement, cette propicité à dire qui l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ça m'a aidé à grandir avec beaucoup de sérénité, de me dire que je pouvais exprimer, que j'étais légitime aussi dans les sentiments que j'éprouvais.
En ce moment, je me pose pas des questions sur mon enfance, mais j'y reviens souvent. Ça habite souvent mes pensées, mes réflexions. Et je suis très reconnaissante à mes parents et puis à ceux qui m'ont fait grandir, parce que je vois à quel point tout ce que je suis aujourd'hui tient de ce que j'ai été petite. Vraiment qu'il y a une continuité. Et d'ailleurs, je vois avec tendresse la petite fille que j'étais continuer à cohabiter avec la femme que je suis, en belle harmonie d'ailleurs. Mes parents, ma famille au sens un peu plus large du terme, m'ont vraiment permis, avec beaucoup de simplicité. Nous, on était une famille très simple. Mon père, quand on était en Provence, il travaillait dans une usine. Ma mère, elle ne travaillait pas, elle élevait les enfants. Enfin voilà, on était une famille, on était une très grande simplicité, mais à la fois simplicité aussi dans l'approche. Et c'est plutôt ça que j'en ai gardé. Et c'est ça qui m'a permis, plus tard, quand la vie m'a bousculée, ou pas d'ailleurs, quels que soient les événements, parce qu'il n'y a pas que dans le malheur qu'on se révèle, et c'est aussi ce qu'on a été se révèle aussi dans notre capacité à être heureux. Je vois à quel point ça m'a imprégné, ça m'a fait grandir déjà, ça a planté quelque chose. Et j'en suis très reconnaissante à mes parents. Et je me dis, ils ont fait leur job, quoi. Parce qu'ils m'ont donné une confiance dans la vie qui a grandi dans l'amour que j'ai toujours ressenti dans ma famille. Et je crois que c'est ça, finalement, la plus belle chose qu'on puisse faire pour ses enfants. C'est les aimer tellement qu'on leur donne une force et une confiance dans la vie qui leur permet de vivre tout ce qu'ils ont à vivre. J'ai un prénom qui est assez singulier, donc j'en suis tout à fait consciente, que j'ai très vite assumé, même si, voilà, il a une petite particularité, c'est qu'il a été refusé à l'état civil. Donc officiellement, je ne m'appelle pas comme ça, parce que la personne qui m'a enregistrée quand mon père est arrivé tout ému après ma naissance, en me déclarant sous ce prénom-là, a dit impossible, Dauphine, à l'époque, moi je suis née en 73, enfin là, ça datait d'avant, mais pour elle, c'était sa référence, c'était une voiture, la Dauphine de Renault. Et du coup, la personne de l'état civil a dit à mon père, non, vous ne pouvez pas l'enregistrer. Donc je porte officiellement un autre prénom, mais j'ai l'intention de faire une modification, puisque la démarche est simplifiée aujourd'hui, justement pour me réaccorder, pour m'unifier avec ce prénom, je trouve, qui est vraiment moi. Il est singulier, oui, il est particulier, en général, on le commente toujours. Et moi, je suis habituée à ça depuis que je suis petite. Quand on me dit comment tu t'appelles, comment vous appelez, Anne-Dauphine, j'ai toujours entendu « Ah, tiens, c'est amusant. Ah, j'ai jamais entendu. Ah, c'est joli. Ah, c'est... » Vous voyez, jamais on l'accueille comme un autre prénom. Et je suis complètement habituée à ça. Et j'aime beaucoup ce prénom. J'aime beaucoup ce Dauphine que je trouve assez doux, un effet un peu original qui me fait aussi penser à la nature. J'ai un peu l'impression d'être un peu poisson, en fait. D'être un peu dauphin, avec ce dauphin, avec ces ondes qui lui permettent de comprendre aussi autre chose autrement. Je trouve qu'il me correspond très bien, ce prénom. Je suis pas sûre qu'enfant j'ai eu un modèle féminin, mais parce que, encore une fois, moi je sais pas m'arrêter à une seule référence. Je pense que j'ai une curiosité ou une gourmandise pour tout qui fait que j'ai toujours envie de piocher partout, de jamais m'arrêter définitivement sur une décision, par exemple. Je crois que j'avais beaucoup d'admiration pour ma mère. Ouais, je trouvais... Alors, elle m'a cassé les pieds, forcément. À l'adolescence, heureusement, on s'est accroché, heureusement. Mais c'est très bien, parce que ça m'a permis aussi de la voir autrement que d'être dans cet idéal, puis de la voir en toute sincérité, en toute vérité. Mais ça n'a pas enlevé l'admiration que j'avais pour elle, honnêtement. J'ai aimé l'équilibre qu'elle avait dans la vie, j'ai aimé sa fantaisie, sa joie, son sérieux aussi, sa profondeur. Et puis je la trouvais tellement belle. J'ai la chance d'avoir une mère qui est vraiment très jolie et qui reste dans son grand âge, enfin 76 ans, c'est pas non plus... Mais qui reste une très belle femme en assumant complètement et son âge et ce qu'elle est. Et je crois qu'elle m'aide aussi à aller sur ce chemin-là. Et après, moi, pour tout vous avouer, j'ai toujours rêvé d'être rockstar. Vraiment. J'aurais adoré chanter devant 80 000 personnes au Stade de France. Ça, pour moi, c'est le kiff absolu. Bon, je me dis qu'il est peut-être un peu tard, quoi qu'on ne sait jamais, oui, de reconversion un peu tardive. Et du coup, j'ai toujours été fascinée par les chanteurs et les chanteuses. Ça, c'est vraiment... Et les actrices aussi, parce que je jouais beaucoup la comédie. J'ai beaucoup aimé Lio, je crois. Lio, en plus, qui chantait Les brunes comptent pas pour des prunes. Et comme je suis quand même très brune, je trouvais que c'était remettre l'église au milieu du village. Il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont inspirée, finalement. Et, désolée de vous déranger, mais si vous aimez Celles qui osent, la meilleure chose à faire pour qu'on puisse continuer notre travail est de nous soutenir avec une note sur votre plateforme, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important pour nous. Allez, je vous dérange pas plus,
mais je compte sur vous. Merci. Je crois qu'avant d'attendre mon premier enfant, j'ai évolué quelques mois avant, quelques années, je me projetais pas tellement en tant que mère parce que je suis pas sûre que j'avais envie d'être mère. Honnêtement, j'avais envie d'avoir des enfants, mais j'avais pas envie d'être mère, ce qui peut paraître un peu singulier. J'avais pas envie d'être mère parce que ça m'effrayait un peu. Je crois d'abord j'avais très peur de la grossesse. J'étais assez phobique de la grossesse et plus encore de l'accouchement. C'est étonnant parce que pour moi il y a quelque chose qui est complètement la chose la plus incroyable que j'ai vécue, mais pour moi n'est pas naturelle et pourtant, c'est d'avoir un enfant en soi. C'était à chaque fois que mon enfant bougeait, quel que soit... j'ai eu 4 enfants, quel qu'il soit, ça m'a paru tellement plus grand que moi, en fait. Pour habiter juste mon corps, c'était quand même toujours une sensation très très bizarre. Je l'ai pas vécu avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotions, mais pas beaucoup de tendresse parce que je me sentais toute petite en fait face à ce qui grandissait en moi, cet enfant qui grandissait en moi. Et j'avais pas tellement envie d'être mère. Enfin, je l'envisageais pas. Je sais pas si j'avais pas envie ou pas, mais ça m'effrayait. Ça m'effrayait d'avoir cette responsabilité-là. Et puis, je pense que je suis tellement dans l'instant que je ne l'ai pas envisagé avant de rencontrer Loïc, en fait. Je pense qu'avec personne avant lui, j'ai eu envie d'avoir un enfant. Parce que je pense que lui, j'ai eu un coup de foudre pour cet homme-là. Et je pense qu'il a éveillé en moi cette confiance dans la vie et dans ma capacité d'abord à porter un enfant, à donner cette vie-là et à l'accompagner. Et j'avoue, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Gaspard, donc mon premier enfant, à la fois j'ai été profondément bouleversée, émue, mais vraiment effrayée aussi. Et après, j'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès quand même au-dessus de la tête et un sablier qui s'est coulé lentement en me disant quoi qu'il arrive, ça va se terminer par un accouchement et je ne veux pas passer par là. Et d'ailleurs, ça a été un peu compliqué parce que voilà, quand on ne veut pas, ça ne marche pas nécessairement. Mais j'ai mis plus de 20 heures à accoucher. Donc ça a failli se terminer par une césarienne parce que mon enfant fatiguait, mon bébé fatiguait et moi aussi. Et puis finalement, à la fois j'ai réussi et lui aussi. Mais c'est pas quelque chose que j'aime. Là, j'aime pas la grossesse et j'aime pas l'accouchement. Mais qu'est-ce que j'aime être mère en fait maintenant. Après le premier, j'avais plus d'appréhension, mais j'ai jamais aimé être enceinte, j'ai jamais aimé accoucher. Moi, je suis un tout petit gabarit, donc ça se voyait pas beaucoup que j'étais enceinte au début. Bon, si à la fin j'avais un ventre tout rond, mais quand même ça se voyait pas beaucoup. C'était pas du tout des dénis de grossesse, hein, mais on sentait que j'habitais pas pleinement ma grossesse. La différence après mon premier enfant, c'est que d'abord je m'en sentais capable, en effet j'avais plus peur et je connaissais l'issue heureuse et elle m'habitait tout au long de la grossesse finalement. Je vois qu'il y a des femmes qui vraiment s'épanouissent dans la grossesse, qui sont vraiment, même qui trouvent une forme de vraie beauté physiquement. Moi, quand j'étais enceinte, j'étais moche. J'avais des boutons, je pense que j'étais pas une belle femme enceinte. Alors, mon homme, me trouvait belle parce qu'il voyait cette vie que je portais et qu'il était attendri par ça. Mais franchement, je pense que j'étais pas du tout une jolie femme enceinte. J'étais un peu toute menue avec cet énorme ventre, cette poitrine qui débordait de toutes parts. Enfin, ça, je trouvais ça plutôt sympa. Et physiquement, je voyais que j'étais pas épanouie. L'instinct maternel, je pense que c'est l'évidence de l'amour. Alors, moi, j'ai eu du mal à attendre un enfant. Enfin, j'ai eu du mal à accepter d'attendre un enfant. J'ai pas eu du mal à être enceinte, mais à concevoir d'attendre un enfant. Mais ce qui était impressionnant, c'est que j'ai eu mon bébé dans les bras et c'était l'évidence de l'amour. C'est quelque chose à la fois qui est immense, qui dilate le cœur et qui est un peu effrayant dès cet instant-là, quand même. Parce qu'on se dit, mais dans cet amour si grand, il y a déjà une part de souffrance qui est là. Il y a déjà la possibilité de cette vie qu'il va avoir au-delà de nous finalement et malgré nous. Dès la naissance de Gaspard, j'ai ressenti, quelques jours après, pas à l'instant T, mais je me souviens, 2 jours après, j'étais toujours à la maternité et Loïc vient me voir et je pleurais. Donc lui, il se dit, ça doit être les hormones, il savait que ça pouvait être un peu compliqué quelques jours après, ce qui est vrai. Et il me dit, ça va pas? Je dis, non, j'ai trop peur pour Gaspard. Il me dit, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Il dit, non, mais tout va bien, mais en fait, j'ai peur qu'il soit pas heureux, qu'il soit pas amoureux, qu'il réussisse pas sa vie. J'avais conscience, en fait, que cette vie-là, finalement, elle m'appartenait pas. C'est ça, en fait. C'était pas qu'à la fois, elle était tout pour moi, et que malgré ce tout pour moi, il m'appartenait pas. Et à la fois, c'est rien, il y a rien de plus beau, je trouve, parce que j'ai donné la vie, mais pas pour moi, j'ai donné la vie pour la vie. Et à la fois, c'est terrifiant parce qu'on voudrait les garder sous cloche, les avoir toujours et tout maîtriser dans leur vie. Donc j'ai eu très tôt, mais je pense que beaucoup de femmes ont ça,
Et c'est pas du tout prémonitoire et rien du tout, mais je me rappelle tellement bien. Et puis évidemment, les souvenirs se dilatent quand on vit d'autres choses ensuite, mais d'avoir vécu ça. Mais dans cet instinct maternel, d'abord, il y a l'évidence de l'amour, qui peut parfois, en effet, chez certaines femmes être plus compliquée, parce qu'elles ont des parcours qui sont compliqués, ou des psychologies qui sont compliquées, ou une histoire de vie qui est compliquée. Mais sinon, je pense que l'amour, il est quand même très instinctif. C'est pas pour ça qu'on sait comment faire, etc. Et puis moi, j'ai vu l'instinct maternel se révéler ensuite comme un instinct animal. Quand je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Plein de fois dans la vie de mes enfants, avant les médecins, j'ai pu dire, non, là, ça va pas. Les médecins disent, si, rassurez-vous. Non, je sais, je suis pas médecin, mais je sens, en fait. C'est pas que je sais, je sens. Et c'est là que je crois fortement en l'instinct maternel. Et puis, c'est tripes qui parlent. Et ça, cet instinct, enfin, vous voyez, quand moi je parle de mes enfants, vous ne me voyez pas, mais moi, j'ai la main sur mon ventre, enfin, j'ai le poing sur mon ventre. Alors, j'ai entendu dire récemment que les cellules des enfants que nous avions portés continuaient à vivre en nous jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas que ça. Et alors, moi, ça me touche de savoir ça, qu'il y a quelque chose qui réside encore un peu. C'est très scientifique, hein, c'est pas du tout... Mais on sent très bien que l'instinct maternel, c'est parce que quand même, quand on a porté, avec ça, je vois ma mère, qui est une mère adoptante, le ressent aussi avec mes frères. Il y a quelque chose qui nous lie viscéralement à nos enfants. Ma mère, elle fait pas du tout de différence entre ses enfants de sang et ses enfants adoptés. C'est assez touchant d'ailleurs. La différence, en quelque sorte, c'est parce qu'il y a 3 filles et 2 garçons et qu'il y a des différences entre nous les filles et puis la façon dont elle accompagnait ces garçons dans la vie. Mais c'est plutôt ça, la différence. J'ai pas le souvenir de l'entendre faire référence à... Alors si, tout à fait, à l'adoption de mes frères, absolument, c'est pas un tabou, mais pas au fait qu'elle les ait pas portés. Je pense qu'elle les a pas portés dans son ventre, mais elle les a portés d'une autre façon. En fait, elle les a quand même portés au monde. En fait, mes frères, ils ont été élevés tous les deux dans un orphelinat. L'aîné jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, le deuxième à 16 mois. Dans un orphelinat pour l'aîné, en tout cas, dans lequel... un orphelinat en France, hein, il n'y avait pas du tout d'amour. Il y a même une politique qui est complètement qui est catastrophique. On disait, il ne faut pas donner de gestes d'attention pour pas que les enfants s'attachent. Et en fait, j'ai compris que ma mère, là où elle les avait portés aussi, c'est qu'elle leur a appris l'amour. En fait, c'est elle qui a été la première à les aimer de façon inconsidérée, de façon incommensurable. Et je crois que c'est en ça qu'elle est liée viscéralement à ses fils comme à nous les filles. C'est toujours étonnant... quand on me dit vos frères adoptés, vos sœurs... Parce que pour moi, je fais pas tellement de différence, en fait. Si, évidemment, je ne nie pas, je le sais, mais parce que mes frères aussi ont trouvé leur place, parce que... Je dis pas que ça a été facile, et je pense qu'à certains égards, ça l'est pas encore à certains moments, mais ils ont trouvé leur place qui n'est pas la nôtre. Mais ils auraient pu aussi trouver une place singulière sans pour autant être adoptés. C'est ce que je comprends aussi, c'est que dans la façon dont mes parents aiment chacun de leurs enfants, on est tous les 5 finalement différents. Et ils aiment chacun de leurs enfants autant, quel qu'ils soient. Et finalement, c'est pas parce qu'ils sont adoptés, c'est pas parce qu'on est des filles, des garçons, c'est pas ça qui fait la différence, c'est parce qu'on est chacun leur enfant avec la singularité de chacun. Et du coup, j'ai du mal à juste me dire... s'ils ont eu du mal à un moment à trouver leur place, c'est parce qu'ils étaient adoptés. Oui, ça a certainement joué, mais c'était aussi parce qu'ils étaient ou adolescents, je sais pas quoi, avec leurs caractéristiques, leur personnalité, et puis bien sûr leur histoire, mais finalement qui a pas pesé autant que je vois chez d'autres. On a d'autres amis qui ont adopté pour lesquels ça a été plus compliqué. Et nous, on a eu cette chance, et puis peut-être aussi cette ouverture de faire en sorte que ça se soit bien passé. Pour refaire le lien entre la petite fille que j'étais et la femme que je suis, j'ai toujours eu une appétence au bonheur assez forte et une joie profonde. Quand la vie a commencé à me malmener, elle est devenue impossible en tout cas. Je ne dis pas qu'elle a quitté ma vie, mais pour moi, je ne pouvais plus être heureuse. On ne pouvait plus être heureux quand on apprend que ses enfants sont malades et vont mourir, et quand on survit à leur mort. Parce que choisir la joie, pour moi, c'est pas me dire « je vais être joyeuse ». Parce que ça, c'est nier la réalité de ma vie et la réalité de ce que j'ai à vivre. Je vais être joyeuse, c'est peut-être une façon que j'aime pas, si je le dis comme ça, de masquer la peine en la recouvrant de joie pour finalement que ce soit la joie qui gagne, entre guillemets. C'est pas du tout ça, choisir la joie. C'est choisir d'accueillir la joie quand elle est là. C'est très compliqué quand on est éprouvé, en fait. Enfin, d'expérience.
J'ai le sentiment que quand on souffre, c'est parfois plus difficile d'accepter d'être heureux que d'accepter de souffrir. Parce que la souffrance, c'est ce que l'on ressent. Mais le bonheur qui revient un tout petit peu, j'ai devant les yeux là un bouquet de mimosa un petit peu fané. Ce mimosa, c'est cette petite explosion de couleurs. D'ailleurs, c'est impressionnant, comme à partir de fin janvier, début février, ce mimosa trouve une place dans les réseaux sociaux, je vois. Alors, j'y suis plus sensible cette année, voilà, parce que le mimosa a trouvé une place particulière avec la couverture de mon dernier livre. Mais il vient comme une petite explosion, ces petites boules jaunes, une petite explosion de joie au milieu de l'hiver, et on en a besoin. Mais cette joie, il faut la cueillir, en fait. Il faut aller cueillir le bouquet, le mettre en pot et le préserver pour qu'il dure le plus longtemps possible. Je ne vais pas fabriquer un mimosa qui n'existe pas. Je vais aller cueillir ce mimosa parce qu'il est présent dans ma vie. C'est exactement ça pour moi. Choisir la joie, c'est choisir d'accepter d'être heureuse. C'est choisir, quand elle se présente, le petit instant de bonheur ou le grand qui dilate un peu plus le cœur. C'est d'accepter de le vivre aussi. C'est plutôt ça, choisir la joie pour moi, que de recouvrir de joie quelque chose qui ne l'est pas. Et j'adore la chanteuse Zao de Sagazan, et j'ai chanté avec de tout mon cœur « Il fait toujours beau au-dessus des nuages », mais quand on est en dessous, il fait pas beau. Et je crois qu'il faut accepter, c'est pas consolateur, c'est pas rassurant de se dire « Il fait beau au-dessus », ok, on peut le savoir, mais quand on est en dessous et qu'on pleure en dessous, on pleure en dessous, et c'est normal qu'on se dise « Bah non, il fait moche, il fait tout gris, j'aime pas, je me sens pas bien ». Quand on est en dessous des nuages, je suis pas sûre qu'on puisse aller au-dessus. Honnêtement. Enfin, là, je parle pas de des petits nuages, je parle vraiment de quand on est dans la tourmente. Honnêtement, moi qui ai une foi en la vie et qui ai une confiance dans le bonheur qui est profonde, quand je suis triste, je suis immensément triste. Quand j'ai de la peine, c'est insondable ma peine. Mais ce que je sais, c'est qu'ensuite, le soleil reviendra, si on tire encore la métaphore météorologique, que le soleil reviendra. Se complaire dans le malheur, ça serait continuer à vivre ma peine quand bien même le soleil est revenu. Alors que ce que j'essaye de faire, mais ce que j'arrive à faire quand même avec la simplicité d'un enfant et la simplicité de l'enfant et la confiance d'un enfant, c'est quand il fait tout gris, quand je suis dans la peine, je vis ma peine avec confiance, parce que je sais que quand il va faire beau, je vais être capable de m'émerveiller de ce rayon de soleil. Parce que sinon, on subit le mauvais temps et on subit la joie aussi. Et choisir la joie, c'est décider d'être heureux, c'est décider de vivre les choses en toute simplicité. Moi, je suis impressionnée de voir que souvent, tout le vocabulaire le dit, à partir du moment où on est éprouvé, je subis, j'ai pas choisi, etc. Mais je crois que le bonheur, c'est aussi une décision. Bien sûr que les événements positifs de la vie facilitent le sentiment d'être heureux, mais c'est pas qu'un sentiment d'être heureux, c'est aussi une décision. Je choisis de voir les belles choses et d'y adhérer en fait. Les enfants, ils ont beaucoup à nous apprendre. Bon, les enfants, c'est pas des petits extraterrestres, hein. C'est nous quand on était petits finalement, et on est tous... Encore une fois, je suis dans cette généralité, mais je crois que c'est tellement répandu que je peux me permettre ce tous. On est tous avec cette insouciance. L'insouciance, c'est pas l'ignorance. C'est souvent ce qu'on dit, les enfants savent pas. Moi, je suis intimement convaincue que nous naissons avec une conscience de la vie très accrue. De la vie, de ses difficultés, du fait que ça va finir. Il n'y a pas tellement besoin de parler de la mort aux enfants. D'ailleurs, on ne le fait pas en général, on n'en parle pas. Et puis on n'en parle pas non plus aux adultes. Mais on ne parle pas de la mort et pourtant l'enfant, il sait que ça se termine. Voilà, il sait instinctivement. Et peut-être que d'avoir cette conscience accrue de la vie, qui va être remise en question ensuite, et il va y avoir une adhésion volontaire. Et je trouve ça très beau, ce cheminement de la raison et de la liberté de l'homme, de la personne humaine. D'avoir une conscience accrue, c'est ça. Il fait que l'enfant a une singularité que peu d'adultes ont, c'est qu'il vit l'instant présent. Avec une forme de confiance. Et c'est ça l'insouciance. C'est pas de ne pas savoir, c'est de savoir, mais de vivre sans que ce savoir impacte trop notre quotidien. Un enfant malade, c'est un enfant. Un adulte malade, c'est un adulte malade ou un malade. Je le dis, moi, quand je suis malade, j'ai jamais rien eu de très très grave, mais quand même, bon voilà, j'ai eu quelques complications à certains moments. Ça définit un peu tout, ou en tout cas, ça hypothèque tout. Un enfant malade, c'est impressionnant de voir que dans la majorité des cas, ça reste un enfant qui continue à vivre, à jouer, à râler, à s'extasier,
qui continue à explorer toute la gamme des sentiments et toute la gamme des expériences, avec beaucoup de simplicité. C'est ce à quoi je me suis reconnectée au contact de mes enfants, en les voyant vivre. J'ai cru d'abord que c'était à moi de leur apprendre le chemin de la vie, dans ce chemin si particulier, parce qu'à 2 ans, le jour des 2 ans de Thaïs, donc on apprend qu'elle est très malade et qu'elle va mourir dans les mois qui viennent. Non seulement qu'elle va mourir, mais qu'avant de mourir, elle va perdre tout l'inné et l'acquis, qu'elle va perdre la marche, la parole, l'ouïe, la vue, la possibilité de bouger. Enfin bon, je ne vais pas faire toute la liste, elle est longue et un peu déprimante. Et moi, je me dis, bon, il va falloir que j'accompagne ma fille dans cette vie-là, et puis ensuite que je lui survive, et je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je sais l'aider à marcher, je sais lui apprendre à manger toute seule, je ne sais pas l'accompagner quand elle va désapprendre, quand elle va apprendre autre chose de la vie que moi, je ne connais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. Et c'est très affolant parce que je me sens complètement démunie. Mais en fait, elle, comme elle est dans une pleine apprentissage, elle est capable d'apprendre ça aussi avec beaucoup de simplicité et de confiance. Et finalement, je la regarde vivre, et c'est en la regardant vivre, en la regardant pleurer quand elle est triste ou quand elle a mal ou quand elle n'est pas bien, et puis jouer, s'amuser et rigoler quand elle est bien. Et c'est en la regardant vivre que je me mets à son diapason et que je réapprends à vivre comme ça, avec cette confiance et cette simplicité, en me disant que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de la vie, et qu'on n'est pas dans un rapport, moi qui enseigne, elle qui apprend, mais que justement dans cette communication de l'expérience de vie, on peut chacune, toutes les deux, s'apprendre beaucoup de choses mutuellement. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique. À plein d'égards, je l'ai trouvée bien plus grande que moi. J'ai trouvé qu'elle avait cette capacité d'appréhender sa vie qui m'a permis, moi, de vivre les choses avec beaucoup de simplicité en la regardant faire. Cette reconnexion à l'insouciance que j'ai eue grâce à Thaïs, ça a impacté toute ma vie. Ça évidemment m'a permis d'accompagner Asilis dans sa vie si particulière, mais pas qu'elle en fait. Gaspard, Arthur, moi, ça a changé ma façon de voir la vie. Et je ne peux pas la limiter à mon rapport à mes enfants, c'est pas que ça. C'est tout à coup de réhabiter la vie complètement, d'y adhérer en conscience. Voilà ce que ça m'a permis de faire. Ça a certainement modifié, bien sûr, la façon dont j'ai élevé, accompagné, éduqué mes autres enfants. Parfois, on résiste un peu, il y a un peu de résistance. Je ne dis pas que j'ai tout bien fait, mais j'ai quand même vraiment gagné en confiance. Gagner en confiance, et ça me permet toujours de m'ajuster le plus possible avec ce que j'ai à vivre à l'instant T et avec ce qu'ils ont à vivre à l'instant T aussi. Et d'accueillir autant le moment qui est joyeux que le moment qui est triste, et de n'avoir peur ni de l'un ni de l'autre, finalement. J'ai l'impression que j'ai pas des choses que j'ai complètement verrouillées, enfermées. Bon, il y a des souvenirs dans lesquels j'aime pas du tout aller. Il y a des peurs dont je m'approche le moins possible parce que je sais qu'elles peuvent être très envahissantes. En fait, j'ai le courage de fuir maintenant. C'est une phrase qui est un peu paradoxale, mais je crois que ces souffrances m'ont pas rendue plus forte. Elles m'ont permis, au contraire, de découvrir ma vulnérabilité, vraiment ma fragilité, mes failles. J'ai le cœur quand même qui saigne, enfin j'ai le cœur blessé, et je pense qu'il a plus de mal à battre, mais j'en prends soin, j'en ai conscience. Du coup j'en prends soin, et je prends beaucoup soin de moi de ce que je peux ressentir. Et je fais attention à ne pas me mettre en danger non plus, à ne pas m'approcher de ces peurs qui peuvent être tellement envahissantes qu'elles pourraient me faire perdre vraiment confiance et ma joie. Et puis les souvenirs, ça ne sert à rien d'y retourner. Et surtout, ce que je fuis le plus, c'est les si. Je n'ai pas d'autre vie que la mienne. Je n'ai pas d'autre vie que ce qui s'est passé. Je ne peux pas m'offrir le luxe d'imaginer qu'autre chose s'est passé parce que j'aurais trop tendance à vouloir m'y réfugier et je perdrais le contact avec cette vie. Et du coup, avec aussi ce que cette vie a de beau, et ma vie a beaucoup de belles choses. Mais si je remonte le fil trop longtemps, si j'ouvre la porte du « et si », c'est peut-être la seule porte que j'ai verrouillée. C'est le « si ». C'est le « si » seulement. C'est toute cette tentation de revisiter les choses, de jouer un peu à l'apprenti sorcier, ce qui n'est pas possible. C'est inutile et destructeur, mais c'est une vraie tentation parce que c'est là qu'on touche du doigt à quel point, au moment clé de notre vie, ça se joue à rien, quoi. Franchement. Et si, je parle surtout pour la mort de Gaspard, parce que les filles, je ne suis pas sûre que j'aurais pu changer grand-chose, mais si l'infirmière était entrée juste un peu plus tôt, notre fils Gaspard est mort à l'hôpital, il aurait suffi que l'infirmière rentre, je ne sais pas, 5 minutes plus tôt, elle l'aurait sauvé. Et puis, ça revient surtout, c'est pas que la responsabilité de l'autre, parce que la tentation la plus forte, c'est de se dire, et si je l'avais aimé plus ? Et est-ce que j'ai une part de responsabilité, de culpabilité dans cette histoire ? Et si je lui avais dit la veille, si je l'avais appelé pour lui dire que je l'aime,
l'aimer encore plus fort, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Voilà, c'est la sensation de se dire qu'on aurait pu modifier. Moi, je suis heureuse de ne pas savoir finalement, de ne pas avoir su à l'avance parce que j'ai fait à l'instant T tout ce que j'ai pu, voilà, en conscience. Récemment, on m'a posé la question de se dire, ou j'ai entendu dire, on devrait toujours se quitter comme si c'était la dernière fois. Mais heureusement que non, on ne pourrait pas avoir confiance dans la vie, on ne pourrait pas avancer. On surchargerait de beaucoup trop de choses nos au revoir constants. C'est difficile quand un au revoir se charge d'un adieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est aussi ça la confiance dans la vie. Et c'est ces portes-là que je ne veux pas ouvrir. Moi, je continue à vivre sans me dire je peux quitter à chaque instant tous ceux que j'aime, ou il peut, parce que j'ai déjà eu des drames, ça peut se reproduire. Non, ma confiance, c'est de continuer comme les enfants. Je continue à faire les choses en toute simplicité. Et je dis, mes au revoir ne sont que des au revoir, et si un jour ils doivent être un adieu, ça sera un adieu. Je pense qu'il faut être ajusté à tout ce que l'on fait, sans mettre de la gravité ou sans imaginer le pire à tout instant, parce que là, on ne peut pas vivre. J'aurais très bien pu garder toute mon histoire pour moi. Je n'ai pas de mission, j'ai pas de nécessité vitale de partager au monde ce que j'ai vécu. Deux petits pas sur le sable mouillé, qui est mon premier livre, qui est sorti en 2011. Je l'ai pas écrit pour moi, je l'ai écrit pour Arthur. Parce qu'Arthur, il est né 1 an après la mort de Thaïs. Je me suis dit qu'il n'avait pas connu sa sœur, ça c'est quelque chose, mais ça lui appartient. Et puis c'est aussi à nous de lui présenter à notre façon ou à sa façon. Mais surtout, il n'avait pas vu le chemin qu'on avait fait. Il n'avait pas vu finalement ce que cette expérience de vie, ce qu'elle avait modifié dans notre trajectoire, et à quel point finalement, après ça, je ne sais pas si on aimait plus la vie, mais on l'aimait mieux. Ça nous a beaucoup, beaucoup blessés avant toute chose, mais aussi ça a dilaté quelque chose en nous. Et j'ai eu envie qu'il sache à sa façon, et je l'ai écrit pour lui. Et puis finalement, une fois que j'ai eu fini d'écrire, j'ai eu envie de le partager, parce que je me suis dit, lui, c'est l'autre. Ça peut rejoindre d'autres personnes. Je ne pensais pas du tout que ce livre aurait le succès qu'il a eu, vraiment. Mais je savais que certaines personnes vivaient des situations similaires et que finalement, c'était leur dire « tu vas faire ce chemin ou tu es sur ce chemin, j'aimerais te donner un peu confiance ». Et ce qu'on a vécu, c'est pas parce que c'est nous, on n'a rien de particulier. Je crois qu'on a juste eu confiance en nos capacités humaines. Mais vraiment, il y avait cette dimension quand même de le livrer aux autres et quand on parle de sa vie, c'est aussi s'exposer, c'est aussi exposer ce que l'on est. Le jugement des autres, il peut être difficile et à la fois, c'est ça, vivre avec les autres aussi. S'exposer. Il y a le jugement, alors qui peut être négatif, mais qui peut aussi être de l'adhésion et une compréhension et quelque chose qui va plus nous lier que quelque chose qui va nous séparer. Je pense que j'ai beaucoup de chance que je suis très épargnée des jugements négatifs. Alors j'imagine qu'il y en a, j'imagine qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Le jugement des autres, à la fois, c'est un soutien et ça peut être un piège et un poison. Moi, je suis assez ajustée avec ce que je vis, pourquoi je le vis, comment je le vis. J'ai une exposition médiatique, et puis j'ai aussi, notamment sur les réseaux sociaux, je pourrais juste me contenter d'enregistrer des podcasts comme le vôtre, d'écrire des livres, etc., et de rester cantonnée dans ce territoire de l'épreuve, etc. Bon, très bien. Mais moi, je suis pas comme ça. D'abord, je suis une femme, je suis coquette, je suis une femme amoureuse, je suis une femme gourmande, et j'ai surtout jamais envie qu'on me définisse par mon épreuve. En effet, je pourrais rester en disant « ta parole n'est que celle-là ». Mais non, je suis désolée. Alors, je pourrais très bien ne rien dire, mais les réseaux sociaux, et en l'occurrence la vitrine ou l'exposition d'Instagram, qui est un média que moi j'aime, continue à bien aimer, même s'il est un peu décrié. Bon, il y a toujours des râleurs et des gens qui... Bon, c'est pas grave, mais dans ce cas-là, personne n'oblige les gens à y aller. Moi, j'y vois aussi une façon de parler de ma coquetterie, de montrer mon vernis à ongles, ma tenue du jour, parce que j'adore les fringues, j'adore créer une harmonie ou créer quelque chose. Pour moi, ça a du sens dans ma journée, et puis voilà. Je continue à l'être. Je peux pas être juste la femme qui a souffert, la femme qui a perdu des enfants, parce que c'est pas moi. Moi, d'abord, ce que je vois en grande priorité, c'est que ça rassure les gens. Ça rassure les gens parce que, au fond d'eux, et les gens qui sont éprouvés vont certainement se reconnaître, ou peut-être ouvrir cette porte-là s'ils ne s'y autorisent pas. Au fond de nous, quand on est éprouvé, on sent que résiste, et heureusement, parce que sinon ça serait complètement déprimant, tout ce que l'on a été. On me demande souvent qu'est-ce que vous êtes devenue. Je dis, je ne suis pas devenue grand-chose, je suis surtout restée celle que j'ai été, et puis j'explore d'autres dimensions de ma personnalité ou de mes capacités, mais je reste celle que j'ai été viscéralement.
Et on le sent tous et toutes quand on est éprouvé que ça résiste. Et de pouvoir dire, mais bien sûr que ça résiste, c'est normal. On n'est pas que peine, on n'est pas que tristesse, on n'est pas que combre. On peut être aussi la colorée, la coquette, je sais pas quoi, le sportif, peu importe, tout ça, c'est encore sa place. Et finalement, dans un premier temps, ça rassure beaucoup de gens. Et vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui me disent, grâce à vous, j'ai osé. Moi, j'ai osé reporter de la couleur, me faire les ongles. Ah bah c'est possible, puisque vous avez osé, je vais oser aussi. On parle ici, c'est les femmes qui osent. Ma plus grande audace, c'est de continuer à être celle que je suis. Voilà. C'est pas égoïste, mais je pense que c'est notre façon aussi d'habiter la vie. Je fais pas les choses par rapport aux autres. Je fais d'abord les choses pour moi. Mais moi, qui ai ma place dans le monde, en fait, qui ai ma place dans l'humanité. Et mon expérience de vie, elle raconte la vie plus grande que moi et la vie plus large que juste la mienne. Et c'est pour ça que ça rejoint les gens, ou pas, enfin que ça fait réagir en tout cas. Mais moi, je me sens très libre dans cette exposition que j'ai. Je sais ce que je garde pour moi, je sais quand est-ce que j'en fais trop ou pas assez. Et puis je sais aussi ce qui pourrait me faire perdre mon âme et faire perdre aussi ce que je suis ou modifier mon comportement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et puis, mon meilleur garde-fou, c'est mon homme en fait et mon fils. C'est plutôt ceux de mes proches que j'écoute que les autres. Si je croisais une femme qui était dans une période de vie difficile, tourmentée, avant de lui dire quoi que ce soit, je pense que je la prendrais dans mes bras. Je pense que je la serrerais contre moi, parce que d'expérience, je sais que profondément, c'est ce dont on a besoin, avant toute parole, avant tout conseil. On a besoin d'être aimé, d'être rassuré aussi profondément et d'être consolé avec ses bras ouverts. Et ces bras ouverts, c'est une confiance, j'ai pas peur de ta peine, vas-y, viens là. Donc je pense qu'avant tout mot, j'aimerais la prendre dans mes bras. Et si je devais lui dire quelque chose, je lui dirais d'avoir confiance en elle. On n'est pas des superwoman, on est juste des femmes avec des capacités qu'on ignore, dont on n'a pas besoin quand la vie est tranquille. Mais en fait, moi, je suis étonnée de ce que la nature humaine est capable de faire, de ce que la personne est capable de vivre, mais pour ça, il faut qu'elle ait confiance. C'est le mot qui aujourd'hui m'habite le plus, et c'est le mot qui restaure tout pour moi, qui console tout, qui permet le bouquet de mimosa au cœur de l'hiver. C'est la confiance. Et je l'inviterai juste à ça, et confiance. Et confiance, tu vas faire comme tu peux. Surtout de ne pas se donner des idéaux, des images, des choses à atteindre. Fais comme tu peux, un pas après l'autre. Redonner à sa vie cette dimension. Dans l'épreuve, on est souvent effrayé par tout ce qu'il y a à vivre, ou par le toujours ou le à jamais. Et le toujours ou le à jamais, avant tout, c'est un instant qui se vit tout de suite. Et de l'inviter à avoir confiance pour vivre juste l'instant qui vient. Et l'instant d'après, on verra bien. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Avant de refermer ce nouvel épisode, nous tenons à remercier Anne-Dauphine Julien d'avoir accepté de se confier à notre micro. Quant à vous, restez bien connectés à notre podcast, car dans le prochain épisode, vous découvrirez une femme dont l'audace a déplacé des montagnes pour réparer les plus vulnérables d'entre nous. À très vite sur Celle qui ose. Si un mec dans la rue met l'une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ? Celle